Ok, allez-y, bon courage. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ces journées spéciales. Elles sont vraiment, ce sont des journées qui sont très significatives pour moi, pour rendre hommage à une amie. Donc, Sadia Atas, qui était une amie que j'aimais beaucoup. Donc, merci d'avoir créé donc ce cadre, ce moment pour Donc, je disais merci d'avoir créé ce moment donc significatif et ce cadre où chacun de nous peut donc avoir une pensée pour cette merveilleuse femme et célébrer aussi donc la personne extraordinaire qu'elle était. Alors, pour dire un mot sur Sadia, c'était une amie de longue date. Donc, on s'est connus à la fac, en première année de fac. On était toutes les deux donc dans la même section et dans le même groupe de TD en première année. Donc au début, c'était à Ouadaïssi, donc à l'université de Tizi Ouzou. Donc au début, on se connaissait pas vraiment bien, on était de simples camarades, mais après une longue amitié donc s'est tissée entre nous et on a partagé beaucoup de moments, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'éclats de rire et beaucoup de défis académiques. Donc c'est une personne qui compte énormément, qui a toujours compté pour moi. Après la graduation, on a pris des chemins différents. Elle est partie à Annaba pour un magistère et moi à Babzouar. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer donc à s'écrire. Omar, il faut peut-être éteindre les micros et je suis Naken. Test 1, 2. Donc je disais que donc, nos chemins se sont séparés un peu après la graduation. Elle est partie à Annaba et moi à Babzouar. Un, deux, test. Donc on s'est perdu un peu de vue les dernières années. Je regrette de ne pas l'avoir vue durant la dernière étape de son voyage. Mais je garde d'elle le souvenir d'une femme extraordinaire, une femme très courageuse, très aimable, toujours souriante, très intelligente et qui semait la joie et la gaieté autour d'elle. Donc elle restera vraiment gravée dans ma mémoire et dans mon cœur à jamais. Là, j'ai mis une photo de souvenir de l'époque de Ouadaïssi où nous étions inséparables. Et je tiens à lui dédier ces quelques mots, en hommage à elle. Donc, à Sadia, mon amie, il restera de toi. Il restera de toi ce que tu as donné, un héritage de savoir, un trésor préservé. Il restera de toi une étoile qui a inspiré, façonnant des esprits brillants, un héritage sacré. Il restera de toi une présence en silence, une douce mélodie, une tendre réminiscence. Il restera de toi la douceur d'un sourire, des éclats de rire, une pluie de souvenirs. Il restera de toi une étoile dans mon ciel, une lueur infinie, un souvenir éternel. Adieu l'ami. Donc là, maintenant, je vais vous parler du présent travail, qui concerne en fait la modélisation mathématique de l'effet de couche mince en mécanique des structures.
Alors, c'est un travail qui rentre dans le cadre des applications diverses de l'analyse mathématique et des EDP en particulier, aux problèmes liés à la vie réelle. Donc, alors, pourquoi la mécanique des structures? Tout simplement parce que c'est une discipline qui est omniprésente dans divers aspects de la vie courante. C'est une discipline clé en ingénierie mécanique et civile. Donc on la retrouve, alors elle se concentre en fait sur l'étude du comportement des structures lorsque celles-ci subissent des charges extérieures. Donc on la retrouve un peu partout, par exemple dans... J'arrive pas. Donc on la retrouve un peu partout, par exemple dans le domaine du bâtiment, dans la conception des bâtiments, où elle intervient pour, en fait, pour que ces bâtiments puissent résister aux différentes charges liées au vent, ou bien au séisme, ou bien tout simplement au poids des étages supérieurs. Elle intervient aussi, par exemple, dans la conception des ponts, pour que ces ponts puissent en fait résister aux charges liées au trafic routier, trafic maritime ou tout simplement les changements climatiques. Donc c'est une discipline qui est essentielle pour la stabilité, la durabilité et la performance aussi des infrastructures que nous utilisons au quotidien. Alors, cette discipline donc, utilise des modèles simplifiés afin d'analyser le comportement des structures d'une façon rapide. Alors, parmi les structures que cette discipline utilise, on retrouve les structures minces. Donc, on a les plaques minces qui seront donc au centre des résultats que je vais présenter. On a les coques et on a les poutres. Alors pour les plaques, ce sont donc des structures qui ont la surface plane et qui ont une dimension qui est plus petite relativement aux deux autres dimensions. Pour les coques, c'est comme les plaques, sauf que la surface n'est pas plane. Et pour les poutres, ce sont donc des structures élancées qui ont une dimension nettement plus grande que les deux autres dimensions. Et évidemment, dans la pratique, c'est plutôt des multistructures que l'on rencontre. Ce sont des structures composées de structures simples. Et c'est des assemblages en fait, de structures simples en fait, qui servent à avoir des structures plus solides où les charges sont plus réparties et qui résistent mieux aux contraintes extérieures. Donc vous avez un exemple concret ici, vous avez l'aile d'un avion, vous avez un assemblage de plaques et aussi des revêtements. Vous avez un toit, le toit d'une maison, vous avez des poutres, des plaques, etc. Alors donc le comportement de ces structures est régi par des modèles mathématiques qui sont régis aussi généralement par des EDP, des équations en dérivée partielle. Alors ces équations en dérivée partielle, on ne peut pas toujours calculer leur solution d'une façon explicite, donc on fait appel au calcul numérique, on fait appel à l'ordinateur, mais des fois même la solution numérique n'est pas facile à mettre en œuvre, surtout quand il y a présence d'un petit paramètre ou de plusieurs petits paramètres. Alors, ce petit paramètre, que je vais noter delta, donc il peut représenter un coefficient physique donc lié au matériau, par exemple la conductivité thermique ou bien un coefficient de rigidité, mais souvent on le retrouve dans la géométrie de la structure. C'est par exemple le cas des structures qui comportent des inclusions ou bien des couches minces. Et concrètement, on a un exemple. Par exemple, vous avez ici deux plaques de bois qui sont collées par une couche de colle. Donc en fait, la couche de colle, c'est une couche mince. Et on a aussi un exemple qui est lié à l'isolation thermique. Donc vous avez un mur sur lequel on pose une couche mince d'un matériau isolant
afin de pouvoir réduire les échanges entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc en fait, ça constitue une barrière thermique entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc on en a plein d'exemples. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on travaille avec une couche mince, ou quel est le problème que l'on rencontre? Donc, si on a un problème posé sur un domaine avec couche mince, que je vais schématiser par donc un domaine avec couche mince, je vais le schématiser par ce dessin. Donc, vous avez par exemple un domaine oméga+, entouré d'une couche d'épaisseur delta, couche mince, qui est oméga moins delta, avec une interface. Donc l'interface, c'est la frontière commune entre les deux domaines. Donc je vais noter sigma, et je note sigma moins delta, la frontière extérieure de ce domaine. Donc le fait que la couche mince a une épaisseur qui est très faible relativement aux dimensions du domaine oméga+, cela engendre en fait des difficultés numériques. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la discrétisation de la solution nécessite un maillage très très fin dans le domaine de la couche mince, ce qui fait exploser le nombre de degrés de liberté, et du coup, donc, ça devient très très coûteux et parfois imprécis. Alors, que faut-il faire dans ce cas-là? Eh bien, tout simplement, on doit chercher un problème plus simple, moins gourmand en temps de calcul. Alors la première solution consiste tout simplement c'est une solution qui est extrême, parce qu'en fait elle consiste à ignorer cette couche mince. Mais cela n'est pas toujours approprié, surtout lorsque les propriétés des deux parties ne sont pas les mêmes. Si je reviens à l'exemple précédent, vous avez donc un mur avec une couche isolante. Alors, la laisser ou l'enlever, ce n'est pas du tout le même comportement. Si on l'enlève, on va donc compromettre tout le système thermique mis en place. La deuxième solution consiste en fait à modéliser, à trouver un modèle qui va donc rendre compte de l'effet de cette couche. Donc en utilisant, et là on va utiliser donc les méthodes asymptotiques en considérant donc le petit paramètre qui est l'épaisseur, en considérant l'épaisseur comme un petit paramètre. Donc on fera une étude asymptotique par rapport à ce petit paramètre. Et donc on cherche un problème plus simple qui sera, au lieu d'avoir ce modèle posé sur le domaine avec une couche mince, on va chercher un modèle posé uniquement sur le domaine oméga+, mais en fait qui va rendre compte de l'effet de la couche via de nouvelles conditions sur la frontière commune, sur sigma. Donc en fait ici on a un problème de transmission, et toutes les équations écrites sur la couche mince, qu'on combine avec les conditions de transmission sur l'interface, vont donner, grâce à une analyse asymptotique, donc de nouvelles conditions approchées, qu'on appelle donc conditions limites approchées, qui seront donc posées sur sigma et qui vont modéliser l'effet de la couche mince. Donc avant d'entamer ça, donc il y a eu, je reviens un peu. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés dans ce domaine, et puis donc cette idée a été beaucoup exploitée, surtout en électromagnétisme, pour étudier donc la diffraction des ondes électromagnétiques par des objets recouverts de couches minces. Elle a été aussi exploitée en mécanique des structures, donc il y a des travaux, donc il y a une liste de références pas exhaustive que je vais donc donner à la fin, pour montrer un peu tout ce qui s'est fait dans ce domaine. Et là, donc, pour illustrer un peu comment cette idée est appliquée à la mécanique des structures, donc je vais donc illustrer ça par un modèle, un modèle de plaque avec couche mince, et je vais me restreindre au modèle le plus simple utilisé par les ingénieurs et les mécaniciens, c'est le modèle de Kirchhoff-Love, donc, qui est un modèle bidimensionnel de plaque mince qui subit donc une flexion, c'est-à-dire un déplacement
transversale. Alors donc, je vais vous parler d'un travail pour la plaque de Kirchhoff avec une couche mince. Donc, je vais vous parler d'un travail donc, réalisé en collaboration avec Grégory Vial de l'École centrale de Lyon. C'est pour une plaque entourée d'une couche mince avec une épaisseur uniforme, c'est-à-dire la même épaisseur delta. Ce travail que j'ai généralisé avec ma doctorante donc, a une couche mince d'épaisseur variable. Et puis, je vais vous parler après donc, du cas où la couche est seulement insérée sur une portion de la frontière du bord de la plaque. Donc c'est aussi un travail qui a été fait en collaboration avec Grégory Vial en 2014. Et après, je vais parler brièvement d'autres modèles et des résultats qu'on a réalisés, ou bien d'autres modélisations faites pour d'autres modèles qui sont plus compliqué que le modèle de Kirchhoff-Love. Alors, avant donc d'entamer ce processus de dérivation de modèles approchés et de conditions limites approchées, je vais d'abord introduire le modèle de Kirchhoff-Love. Alors, c'est quoi le modèle de Kirchhoff-Love? C'est tout simplement un modèle bidimensionnel linéaire donc, qui a été introduit en 1888 par Augustus Edward Love, qui a utilisé donc les hypothèses émises par Gustav Robert Kirchhoff. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le modèle de Kirchhoff-Love. Alors c'est un modèle qui est valable uniquement pour les plaques qui sont très minces. C'est-à-dire en fait le rapport entre l'épaisseur et les autres dimensions caractéristiques de la plaque doit être inférieur à 1/10. Et donc, l'épaisseur est tellement mince que le cisaillement transverse est négligé pour la plaque. Et on a les hypothèses suivantes qui sont donc qui sont appliquées. Donc, alors pour la plaque, si vous avez donc la plaque, alors tout avant la déformation et ici la plaque après la déformation. Alors, parmi les hypothèses donc, émises, il faut que toute section donc, droite et normale à la surface moyenne avant déformation doit rester, donc ici, doit rester droite et normale après la déformation. Cette plaque, donc, en fait, elle subit vraiment une petite perturbation, c'est-à-dire la déformation est très petite, elle est même plus petite que l'épaisseur de la plaque. Du coup, donc, avec toutes ces hypothèses, donc, le modèle de Kirchhoff-Love a été formulé. Donc, pour la structure qui nous intéresse, donc, supposons que oméga plus, c'est la plaque, et oméga moins delta, c'est la couche mince. Et donc, le modèle de Kirchhoff-Love est donné par le système suivant. Donc ici, la plaque subit une flexion ou un déplacement transversal donc, qui est noté W. Donc W+, c'est le déplacement de oméga plus de la plaque et W-, c'est le déplacement de la couche. Donc on a un déplacement global de la structure. Et puis là, vous avez T et M. En fait, M, c'est les moments de flexion et T, c'est les efforts tranchants. M et T sont donnés par les expressions suivantes, donc, où D en fait c'est E sur 1 moins nu2, c'est le module de rigidité de la plaque à la flexion, et donc qui s'exprime en fonction du module de Young et du coefficient de Poisson. Alors ce coefficient en fait détermine la rigidité du matériau qui constitue donc la structure. Donc N1 et N2 sont en fait les coordonnées de la normale extérieure à l'interface sigma. Donc en fait, pour expliquer un peu ces conditions, donc on a les deux premières équations représentent les équations d'équilibre de la structure. Alors le crochet désigne le saut à travers l'interface, ce qui traduit en fait
le fait qu'il y a continuité des moments et des efforts et des déplacements à travers cette interface. Et puis, les conditions posées sur la frontière extérieure, sigma moins delta, en fait, expriment le fait que le moment est nul et les efforts tranchants sont nuls. Et du coup, donc, cette partie de la plaque est libre, c'est-à-dire elle ne subit aucun effort. Donc là, on va s'intéresser à établir, en fait, pour ce problème. Donc, on va s'intéresser donc à écrire ou bien identifier un modèle approché qui sera écrit uniquement sur le domaine oméga+, mais avec des conditions, de nouvelles conditions qui doivent, en fait, rendre compte de l'effet de la couche mince. L'intérêt est là, en fait. Donc, avant d'entamer ce processus d'identification de conditions limites approchées, il convient donc, alors puisque la courbe là, sigma, puisque la frontière est courbe, donc on va écrire les équations écrites sur oméga moins delta en coordonnées locales, et puis on va effectuer une dilatation dans le sens de la normale de rapport 1 sur delta dans la couche mince, ce qui a pour conséquence d'avoir un domaine qui ne dépend pas de l'épaisseur. Donc on aura un domaine fixe avec une couche d'épaisseur 1, ça ne va pas dépendre de l'épaisseur, mais en fait le delta, on va le retrouver dans les équations du problème. C'est-à-dire on enlève la dépendance du domaine par rapport à delta et on va retrouver ce petit delta dans les équations du domaine. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué là. Donc on passe aux coordonnées locales avec les formules de Freinet, et puis on considère un changement d'échelle qui va donc dilater la couche mince d'un rapport 1 sur delta. Et on va noter donc grand W delta, donc l'image par cette dilatation d'une fonction W donc définie sur oméga moins delta. Alors, une fois qu'on a fait ça, et donc le petit paramètre est dans les équations, donc on va développer le bilaplacien en puissance de delta, le moment et le t, donc les opérateurs de trace aussi. Et bien sûr, on suppose que sigma et G+, sont très réguliers. On cherche donc la solution sous forme d'un développement asymptotique, donc pour la flexion, donc sous cette forme. On va insérer ces expressions dans le problème mis à l'échelle. Ça nous permet d'avoir une hiérarchie d'équations qui vont nous donner donc les problèmes résolus par les termes du développement asymptotique. Donc on a les termes extérieurs. Alors je dis termes extérieurs pour parler des termes donc, qui sont liés à la couche mince. Donc ils résolvent les équations suivantes. Et puis une fois qu'on a résolu les premiers termes extérieurs, donc on peut trouver donc les problèmes résolus donc par les termes intérieurs. Donc pour le premier terme d'ordre 0, donc il résout le problème suivant, et après donc pour les autres termes, donc ils sont solutions du problème, ils s'écrivent en fonction des MK et de TK donc, qui interviennent dans le développement asymptotique. Donc la résolution de ces équations, combinées avec les conditions de transmission, donc, permettent de fixer W-0, W-1 en fait, qu'on avait résolu à une fonction affine près au départ. Et puis on écrit une estimation d'erreur du reste. Alors le reste c'est Rn delta, donc c'est le reste qui permet de valider ce développement asymptotique. Alors maintenant, comment on va dériver ces conditions approchées, limites approchées? Tout simplement on va tronquer le développement asymptotique à un ordre donné. Donc si on tronque à l'ordre 0, c'est-à-dire si on garde uniquement le premier terme du développement asymptotique, on remarquera qu'il vérifie le problème suivant. Donc équation d'équilibre sur le domaine de la plaque, oméga+, avec m égale 0 sur sigma et t égale 0 sur sigma sur la frontière. Donc on remarque ici qu'en fait on obtient le modèle de Kirchhoff-Love
pour une plaque seule, oméga+, avec aucun effet de la couche mince. C'est comme si elle était libre, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas la couche mince. Alors, donc, ce modèle n'est pas intéressant, en fait. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on veut vraiment avoir un effet de la couche mince. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va aller à un ordre supérieur. On va tronquer à l'ordre 1 et on définit donc une solution. On définit donc le terme suivant, donc qui est égal donc aux deux premiers termes du développement asymptotique. Donc, en utilisant les équations donc résolues par W0 et W1, on remarque en fait que W1, ce terme, il vérifie les conditions suivantes sur l'interface, avec l'apparition de deux opérateurs Q0 et P0, que je vais donner après par la suite. Et donc on a qui sont égaux à un grand taux de delta 2. Alors ceci suggère l'idée de négliger ces termes et de définir donc une approximation, donc, qui est la suivante. Donc on va considérer cette approximation comme étant les conditions limites approchées qu'on recherche. Donc on définit donc un autre problème approché qui est le suivant. Donc on a une équation d'équilibre sur oméga+, et maintenant M et T, on a des seconds membres qui s'écrivent en fonction de deux nouveaux opérateurs. Et je vous donne l'expression des opérateurs, donc qui sont les suivants. Donc vous remarquez qu'ils dépendent en fait des coefficients physiques de la couche. Donc c'est en D-, mu-. Et donc, en fait, c'est un peu l'effet hérité par la couche mince. Donc là, je reviens en arrière là. Et on a pu donc avoir des estimations d'erreur qui permettent donc d'écrire pour le deuxième modèle donc une estimation d'erreur très optimale, parce qu'en fait elle est dans norme H2, parce qu'elle est en fait de l'ordre du premier terme négligé du développement asymptotique. Bien, alors on a aussi exploré le fait, oui, j'avais oublié de dire en fait, que les coefficients physiques de la couche et de la plaque étaient indépendants de l'épaisseur. Là, on va explorer le fait que le matériau, donc le module de Young de matériaux qui constitue la plaque est indépendant de l'épaisseur, mais celui... Je reviens. Voilà. Alors, donc, le module de Young qui correspond à la couche varie en delta-1. Ce qui veut dire en fait que lorsque delta est petit, la couche mince devient très rigide. Le module de Young devient très grand. Et dans ce cas-là, donc, en faisant donc en utilisant le même procédé d'identification de modèles approchés, donc à l'ordre 0, on voit déjà apparaître les opérateurs Q0 et P0. En fait, ça explique le fait que la couche est tellement rigide qu'on voit déjà son effet à l'ordre 0. Et on est allé un peu loin pour avoir une meilleure approximation. Donc on a déterminé aussi l'approximation d'ordre 1 avec de nouveaux opérateurs Q1 et Q2. Et là, ça nous donne, en fait, on a des estimations d'erreur aussi optimales. Bien, donc là, ce que je viens de dire, en fait, c'est la modélisation pour une couche uniforme, d'épaisseur uniforme, qu'on a généralisée avec ma doctorante, donc à une couche mince d'épaisseur variable. Maintenant, l'épaisseur, c'est une fonction donc, de x. Donc, on considère le même problème. Et en fait, la stratégie en fait, consiste à écrire le vecteur normal et le vecteur tangent
donc, de faire une paramétrisation donc, de cette frontière, si vous voulez, d'épaisseur variable, et d'insérer tout ça donc, dans les moments, dans l'expression du moment et des efforts tranchants, de reprendre le même travail pour obtenir les conditions limites approchées. Donc là, naturellement, puisqu'on veut faire une analyse asymptotique, il est tout à fait naturel de considérer donc de considérer un petit paramètre. Donc on va écrire l'épaisseur sous la forme de delta fois f de s, avec donc delta petit et f qui est une fonction qui est indépendante de delta et qui est positive et régulière et bornée. Ça nous permet d'avoir l'approximation d'ordre 0, donc la même chose. Donc on a toujours ici les coefficients physiques ne dépendent pas de delta pour les deux parties. Donc à l'ordre 0, on n'a toujours aucun effet de la couche mince. Par contre, l'effet arrive à l'ordre 1 avec de nouveaux opérateurs en fait, qui dépendent des coefficients physiques de la couche mince, mais aussi de cette épaisseur variable, donc de delta tilde S. Et on a des estimations d'erreur donc, entre la solution exacte et la solution approchée. Et là, je vais parler brièvement de ce problème lorsqu'on a donc une couche sur une portion de la frontière de la plaque, ou bien on appelle ça un raidisseur aussi. Donc si on considère les mêmes équations, donc on a les équations d'équilibre dans oméga plus et dans oméga moins delta, les conditions de transmission, et puis on impose un certain encastrement ici, c'est-à-dire on suppose que cette partie de la plaque est encastrée, ce qui veut dire qu'elle est fixée à un support rigide. L'autre partie, bon, celle-là aussi, donc toutes ces parties sont encastrées. Et on laisse sigma moins delta libre, donc on ajoute des conditions d'encastrement sur cette partie. Et là, donc, on considère le même problème avec donc, des modules de Young qui sont indépendants de delta dans les deux structures. Alors, que se passe-t-il en fait? C'est que si on veut faire la même chose, donc construire un développement asymptotique, on se rend compte en fait que le terme d'ordre 0 vérifie le problème suivant. Que se passe-t-il ici? En fait, on a sur la frontière de la plaque, on a des conditions mêlées. Donc on a un changement de conditions sur la frontière de la plaque. Donc là, si je considère ce domaine comme étant le domaine de la plaque, donc là, on a des conditions de Neumann qui correspondent donc à M égale 0 et T égale 0. Donc moment est nul et effort tranchant est nul. Mais sur cette partie-là, on a des conditions de Dirichlet qui, en fait, qui traduisent, qui sont écrites par les équations U égale 0, des dérivées normales égales à 0, qui traduisent l'encastrement. Donc encastré sur cette partie et libre là. Alors ce changement de conditions limites en fait compromet la construction des éléments, des termes du développement asymptotique, parce qu'en fait il y a des singularités qui apparaissent au point de transition de ces deux types de conditions limites. Donc brièvement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on cherche à corriger les développements asymptotiques en ajoutant une correction, et ça va être des profils. La stratégie consiste à décomposer donc, la solution du problème limite qui comporte une partie singulière, donc en partie régulière et partie singulière, qui est localisée au point de transition. Alors que si c'est une fonction de troncature qui vaut 1 au voisinage des points, des deux points là, et qui vaut 0 ailleurs. Et donc, d'essayer de trouver l'équivalent de ces singularités pour le problème de transmission globale. Donc avec ça, donc, on a construit des profils, ce qu'on appelle des profils, qui résolvent donc un problème sur un demi-plan avec une bande infinie. Et ce sont ces profils-là qu'on a ajoutés comme correction au développement asymptotique. Ça permet d'avoir donc un développement asymptotique complet, avec des profils,
et on a une estimation d'erreur. Maintenant, pour avoir le problème approché, donc là, on ne sait pas trop faire. Ce qu'on essaie de faire, c'est tout simplement de voir la performance des conditions qu'on a dérivées auparavant avec, dans ce nouveau cas, donc quand on a un petit, juste un petit bord, un petit bout de couche sur la plaque. Alors maintenant, donc, pour d'autres modèles, donc, des modélisations ont été faites. Donc, je vais juste parler brièvement. Donc, vous avez le modèle de Mindlin-Timoshenko, qui est un modèle donc, valable pour les plaques qui sont modérément épaisses et qui, cette fois-ci, rendent compte, prennent en considération les effets, le cisaillement transverse. Donc, c'est un système, en fait, le modèle est un système de 3 équations qui couplent déplacement transversal, mais aussi des angles de rotation, parce que comme il y a le déplacement, comme il y a les effets de cisaillement, donc on a des rotations, donc on a des angles. Donc pour ce modèle, donc il y a eu des résultats aussi. On a aussi considéré le modèle de von Karman, qui est un modèle non linéaire. Alors celui-là, c'est un modèle qui est valable pour les plaques minces, mais en fait qui subit une déformation assez large dans le sens de vertical, c'est-à-dire le déplacement, la flexion est assez large, mais la plaque aussi a aussi un déplacement dans le plan. Donc c'est un modèle qui couple en fait un déplacement transversal et un déplacement horizontal, mais le déplacement transversal est relativement large. Et du coup, donc, en fait, on a un problème non linéaire. Donc, on a pu aussi faire des modélisations, une modélisation pour une plaque avec couche ou raidisseur pour ce modèle. Et puis après, il y a le von Karman avec des effets thermiques, où on a aussi eu des modèles approchés, donc, qui rendent compte de l'effet mécanique et thermique pour la déformation de la plaque. Et je termine par des références bibliographiques. Et je vous remercie.